Mesdames, Messieurs, bonsoir et Sahaf Tolkom. Notre invité ce soir est une personnalité économique d'exception et sa réputation de puissant homme d'affaires a aujourd'hui largement dépassé les frontières de l'Algérie. Et celui qui n'était que comptable, puis expert comptable, a édifié dans une persévérance inouïe un groupe industriel aux multiples dimensions. Un groupe qui devrait réaliser quelques 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires rien que pour cette année et qui se met aujourd'hui à envahir par ses exportations les continents de la planète, réussissant au passage à racheter quelques joyaux de l'industrie européenne, alors même que des portes inexplicablement se ferment encore devant lui dans son propre pays. 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, il ne serait pas surprenant de voir ce groupe Cévital dépasser un jour peut-être celui de la Sonatrach. Son président, qui vient d'être couronné manager africain de l'année et dont le magazine Forbes évalue la fortune personnelle à 3,4 milliards de dollars, est avec nous ce soir. Issa Drabrab, merci d'être avec nous, de nous faire l'honneur de votre présence. Je sais que vous n'avez pas trop de temps, tellement les affaires sont nombreuses à suivre. Je voudrais commencer par vous demander comment ça va, comment va votre santé? Très bien, je vous remercie beaucoup. Ma santé est excellente aujourd'hui, surtout avec un mois de Ramadan. Je passe paisiblement avec un bon régime. Je me sens très bien. Il y a, en faisant des recherches avant de vous recevoir, il y a des dates de naissance qui se perdent un petit peu en conjecture. Vous êtes né en 44 ou en 45? Non, en 44, le 27 mai 1944. Donc cela vous fait donc 71 ans. Exactement. Et vous vous portez bien, et il le faut parce que les affaires donc, que nous allons évoquer, qui sont les vôtres à travers le monde notamment. Alors, parlez-nous un petit peu d'abord de l'étranger et de ces nouvelles expansions. Donc, ces dernières années, ces 3 dernières années, nous avons vu donc l'arrivée dans votre giron, Cévital, l'arrivée donc d'Oxo en France, Dallas en Espagne, de Fagorbrandt en France et de Lucchini en Italie. Alors un petit peu, où en sont ces différentes affaires? Est-ce qu'elles sont closes? Est-ce qu'elles sont votre propriété? Comment cela se passe-t-il aujourd'hui et quelles sont celles qui font l'objet de la plus grande attention de votre part? Très bonne question. Alors, jusqu'à 2012, on avait pratiquement investi la quasi-totalité de nos activités ici en Algérie. Et puis, on a décidé, à partir de 2013, d'aller à l'international pour lever, créer une, si vous voulez, créer un levier pour notre développement économique ici en Algérie. Donc, nous avons en 2013 repris au tribunal de Mâcon la société Oxo. Quelle est l'activité, pour le dire à nos téléspectateurs qui ne savent peut-être pas? L'activité d'Oxo, c'est la fabrication des fenêtres double vitrage. Tout à fait au départ, on a été simplement nous renseigner et puis on avait trouvé que c'est une activité, c'est une société qui a un grand savoir-faire qui nous permettrait évidemment de nous accompagner pour nos activités qu'on avait prévues déjà en Algérie, nous accompagner pour nos exportations en Europe. Il faut savoir que Oxo a 9 agences de distribution à travers toute la France. Donc, nous avons acquis en 2013 Oxo et nous avons acquis aussi Alas en Espagne en 2013 dans l'extrusion d'aluminium. Et en 2014, avril 2014, nous avons acquis la société Brandt en France dans l'électroménager. Et la société Brandt, c'est un très grand groupe international qui avait au départ 5 usines en France. Et le groupe Fagorbrandt
regroupé plus de 15 usines à travers le monde. Et qui avait surtout l'avantage de regrouper des marques reconnues. Et des marques prestigieuses de renom mondial. Et 1300 brevets. Et 1300 brevets en France. Donc nous avons repris les 4 marques prestigieuses françaises, Brandt, Sauter, Vedette et Dietrich. Et 1300 brevets. Nous avons préservé 1200 emplois en France. Et on a aussi accompagné 2 sociétés françaises qui ont repris 200 autres emplois sur un global de 1800 emplois. Mais en contrepartie, nous sommes en train de construire un méga projet à Sétif qui va créer 7500 emplois. D'accord, donc vous sauvegardez des emplois en France, vous rachetez en France, mais en fait vous bâtissez aussi en Algérie et surtout vous créez beaucoup plus d'emplois en Algérie. En Algérie. Et en France aussi, nous avons gardé le centre de recherche et développement. Ce centre de recherche et développement servira aussi pour nos activités en Algérie. Et nous avons en fin 2014, nous avons aussi été retenus pour la société Lucchini en Italie, à Piombino. Lucchini, c'est le 2e complexe sidérurgique italien et spécialisé dans les aciers spéciaux. Et là, nous devons reprendre 2200 salariés. Sur la totalité ? Pratiquement la totalité. Mais l'avantage que nous avons en Italie, c'est que la législation italienne est complètement différente de la législation française. En Italie, vous pouvez reprendre la totalité des salariés, mais dans le temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous reprenons 715 salariés, mais nous avons le temps de reprendre le reste sur 4 ans. Mais pas les mêmes salariés. Les mêmes salariés. Les mêmes salariés. Donc ils sont payés par une allocation chômage sans doute. Alors, en Italie, il y a la caisse d'intégration, c'est l'assurance chômage, et il y a la caisse de solidarité qui est une autre caisse de chômage. Alors Issa Dallabab, pour résumer les choses, en France, vous rachetez Oxo et Brandt, vous créez des entreprises, des industries pendantes ici en Algérie, et vous faites là ce qu'on appelle de la colocalisation. Colocalisation, pardon. Et en même temps, par contre, Alas, c'est une entreprise que vous gérez simplement en Espagne. Il n'y a pas de correspondance en Algérie, si ce n'est peut-être de vendre à l'Algérie. Non. Même aussi en Algérie, nous avons créé aussi une autre entité de production de fenêtres double vitrage en aluminium. Et la même chose aussi en France. Si vous voulez, ce qui nous intéresse dans notre philosophie de développement économique, comme je vous ai dit, on a été à l'international pour chercher des leviers de croissance pour nos activités en Algérie. Quand on a repris Oxo pour 288 salariés qu'on a préservés en France, nous avons créé 3000 emplois en Algérie, toujours dans les fenêtres double vitrage, dont 50% pour le marché algérien, 50% à l'export. Et la même chose au niveau de Brandt, où nous avons préservé 1200 emplois en France avec le Centre de recherche et développement, et 7500 emplois en Algérie, où 10% de la production algérienne sera destinée pour le marché algérien, 90% sont destinés pour le marché international. Tout ça est formidable. Combien cela a coûté ? Alors,
Prenons Alas. Combien cela vous a coûté le rachat d'Alas? Alors, Alas a dû coûter dans les 7 millions 500 000 euros. Oxo. Parce que Alas, il faut dire qu'on n'a repris aucun salarié. D'accord. Au départ. Pourquoi la législation le permettait? Et puis, c'est une usine qui avait coûté 80 millions d'euros que nous avons reprise pour 7 500 000 euros. Pour Oxo, combien vous avez mis Oxo, sur nous la table? avons acquis Oxo pour 450 000 euros. Comment ça se fait? Il faut que vous sachiez que quand une entreprise elle est dans un état comateux, parce que quand une entreprise arrive au redressement judiciaire et pratiquement en faillite, la valeur des actifs de cette entreprise sont proches de zéro. Là, nous avons racheté Oxo qui a un patrimoine de près de 30 millions d'euros pour 450 000 euros. Très bien. Pour Brandt, combien cela a coûté? Brandt, elle nous a coûté 37 500 000 euros. Dans les 37 millions, il y a 25 millions c'est le prix qu'on a payé les 4 marques. 2 500 000, c'est tout le patrimoine de Brandt, y compris les 1300 brevets. Et 10 millions, nous avons payé pour 10 millions de stocks, des stocks qui valaient 30 millions d'euros. Pour Lucchini, en Italie? Lucchini en Italie, la sidérurgie, essentiellement. La sidérurgie en Italie, nous l'avons payé 11 millions d'euros. La seule chose, en contrepartie de Lucchini, nous avons repris aussi 2200 salariés. Et nous devons aussi dépolluer le site. Détruire les hauts fourneaux. Oui, nous avons le haut fourneau et remplacé par des fourneaux électriques. Et on va le remplacer par des fours électriques. Et nous avons aussi arrêté toute la partie polluante au niveau de Lucchini. Qui était une demande de la population locale notamment. Qui est une demande et de la population locale et qui est aussi la demande du gouvernement aussi italien. Et au niveau de Lucchini, nous avons 266 hectares en toute propriété avec des immeubles. Sur une étendue de 12 km et avec un accès au port. Et à côté d'un port et avec le port. Ce cher port qui est si cher à vous, parce que le port est une grande histoire avec M. Roblab. C'est toujours une stratégie d'être près du port ou sur le port. On va y revenir. Je voudrais alors juste repréciser les choses par rapport à l'acquisition Lucchini. C'est une acquisition qui avait pour vous comme intérêt, donc pour en revenir à cette histoire de port, donc c'était la surface du territoire, l'expérience sidérurgique. N'oublions pas que c'est une région qui a une grande histoire en matière de fer et de sidérurgie. Et surtout, ce qui vous importait, c'était le port pour en faire une plateforme de distribution, à la fois pour Brandt, pour ce que vous faites en Algérie, pour toutes vos synergies. Oui, au niveau du port de Piombino, qui est situé pratiquement au centre de la Méditerranée, c'est un point extrêmement important pour la logistique, pour nos activités en Algérie. Vous savez que 70% de notre verre plat est exporté, dont 60%
en Europe. Et aussi, nous sommes l'un des plus grands exportateurs au niveau du territoire algérien. Nous sommes le premier exportateur hors hydrocarbures, notamment dans l'industrie agroalimentaire. Et pour nous, l'Europe est un marché important pour Cévital et pour l'Algérie. Nous sommes aussi en train de développer les fenêtres double vitrage. Nous avons 50% qui seront destinés à l'export. Donc, il nous faut aussi une plateforme logistique pour les fenêtres double vitrage. La même chose au niveau de l'électroménager. Nous allons produire au niveau de ces TIF l'équivalent de 8 millions à 10 millions d'articles d'électroménager, dont 90% seront destinés à l'export. Et on voudrait aussi utiliser la plateforme de Piombino. Vous ne m'avez pas répondu sur l'investissement sur Lokini. Combien cela vous a coûté? Et est-ce que cet investissement, parce qu'il tardait à voir le jour, est-ce qu'il a démarré? Alors, nous avons signé le contrat définitif le 30 juin dernier, donc il y a moins d'une semaine. Et nous avons pris possession des lieux pratiquement il y a une semaine. Parfait. Ça vous a coûté moins combien? d'une semaine. Ça vous a coûté combien ou ça va vous coûter combien au total? Si vous parlez des investissements, c'est une chose. Si vous parlez de ce que ça nous a coûté, c'est une autre. Les investissements, c'est sûr, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. On parle d'1 milliard de dollars que vous allez consentir. Ça dépend évidemment, le 1 milliard de dollars ou d'euros, ça sera sur les 10 prochaines années. Il faut d'abord que nous générons des résultats que nous allons réinvestir au fur et à mesure. Mais très particulièrement pour Lucchini, pour l'Italie, la communauté économique européenne doit nous dégager des fonds pour moderniser la partie sidérurgique, doit nous dégager des fonds aussi pour réaliser 5 quais dans un port déjà réalisé par le gouvernement italien, et nous dégager des fonds aussi pour réindustrialiser le site. D'abord, nettoyer le site, enlever toute la pollution, dépolluer le site. Et pour tous ces investissements, nous sommes accompagnés par la communauté économique européenne, par la BEI. Alors vous savez qu'à Piombino, dans l'industrie que vous venez d'acheter, qui est l'une des plus importantes à côté de celle d'ArcelorMittal, il y a 2200 emplois que vous allez conserver, et on dit que derrière il y a une sous-traitance où il y aurait 5000 emplois qui graviteraient autour. Autant dire 7000 emplois qui graviteraient donc directement autour de votre usine. Et à Piombino, il y a 35 000 habitants. Cela veut dire qu'on est content de vous à Piombino. Je pense que vous êtes quelqu'un de bienvenu. On va peut-être bientôt vous ériger une stèle là-bas, une statue. Enfin, je vais vous raconter une histoire. Vous savez que vous avez signé en 2014, enfin vous avez en tout cas approché Piombino en 2014 pour cette usine de sidérurgie. Curieusement, il y a une île en face qui s'appelle l'île d'Elbe. Exact. D'accord ? Donc qui est traversée par le canal de Piombino. Dans cette île, en 1814, c'est-à-dire 2 siècles tout juste avant, oui, un certain Napoléon Bonaparte y est venu et a passé 300 jours, durant lequel il a fait prospérer la ville, il a réformé le droit, il a bâti une ville nouvelle et il a dynamisé l'économie. Donc il y a un petit rapprochement peut-être à faire qui est amusant.
Je voudrais montrer aux téléspectateurs de quelle manière vous avez été accueillis et quels remerciements vous avez donnés au gouvernement italien. Écoutons. Merci à toutes les autorités italiennes, à Madame la ministre de l'Industrie, au vice-ministre de l'Industrie, à Monsieur le Président de la région de Toscane, au maire, à toutes les autorités qui nous ont permis de conclure cette acquisition pour laquelle nous avons un très grand projet pour Piombino. Non seulement nous comptons ramener Piombino à ses capacités initiales de 2 millions de tonnes d'aciers spéciaux et d'aciers courants, parce que nous avons des marchés en dehors du marché italien, mais aussi nous avons deux grands projets, notamment la plateforme logistique qui va rayonner sur toute la Méditerranée, mais aussi plusieurs complexes agroalimentaires. Nous comptons non seulement recruter à terme l'ensemble du personnel qu'il y a actuellement sur le site de Piombino, mais même créer plus d'emplois dans les 4 ans à venir. Merci encore une fois, Monsieur le Président, et je dirais que l'Italie, c'est un pays ami. Nous vous remercions pour votre collaboration et de la liaison entre les deux pays. Merci, Monsieur le Président. Voilà, retour sur le plateau, Monsieur Robrov. Donc vous avez été accueilli comme un chef d'État quasiment par Monsieur Matteo Renzi, qui est le président du Conseil italien. Dans la salle, vous remerciez toute une série de personnalités, le Premier ministre italien, chef du gouvernement italien, la ministre de l'Industrie et le vice-ministre de l'Industrie et le président de la région Toscane. Est-ce que dans la salle, il y a une autorité, une représentante de l'ambassade d'Algérie avec vous, ou vous êtes seul? Non, j'étais seul, effectivement, avec deux de mes collaborateurs. Est-ce que vous avez convié nos autorités à venir à cette manifestation? Écoutez, je vous dirais qu'il m'était déjà arrivé d'être reçu par notre ancien ambassadeur à Bruxelles. J'ai été à Bruxelles surtout pour essayer de voir comment nous pourrions obtenir un quota de sucre pour nos exportations pour l'Europe. Et en toute franchise, l'ambassadeur d'Algérie m'avait dit, nous attendons d'abord l'ordre d'Alger. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, nos autorités, même à l'international, ne peuvent pas, même si vous les invitez, ne peuvent pas venir s'ils ne reçoivent pas l'accord d'Alger. Et comme moi j'étais évidemment pris de court, donc le président Matteo Renzi, je devais le voir ici quand il était venu à Alger, mais en définitive, comme il est venu pour une demi-journée, il devait me recevoir dans Cahors. Et je n'avais pas le temps de demander à notre ambassadeur, qui lui-même devrait demander l'autorisation d'Alger pour venir. Donc voilà un peu la raison pour laquelle moi je n'avais pas fait une demande à notre ambassadeur. Très bien. Parce que vous apparaissez, paradoxalement, vous êtes quelqu'un, un homme d'affaires, un chef d'entreprise très puissant dans ce que vous faites. Mais en même temps, là, vous apparaissiez fragilisé parce que vous aviez l'air d'être seul à vous battre. Et vous vous battez bien puisque ça fonctionne bien. Et en même temps, c'était émouvant parce que vous défendiez les couleurs de l'Algérie en remerciant le président du Conseil pour avoir établi au mieux la relation et la liaison entre l'Algérie et l'Italie.
Je reviens à ce que l'on disait juste avant, ce qui concerne les montants que vous avez investis. Euh, mais comment vous les avez payés puisqu'on ne pouvait pas jusqu'à maintenant sortir d'argent, Monsieur C'est Albrad? vrai, très juste. Alors, si je commence par Oxo, 450 000 euros, ce n'est pas une somme importante. On avait déjà, en 1995, nous avons des activités industrielles déjà en Algérie. Payer 450 000 euros, c'était à notre portée, d'une part. D'autre part, quand vous arrivez à acquérir des actifs pour 30 millions d'euros, qui valent 30 millions d'euros pour 450 000 euros, vous n'avez aucun problème pour donner ces actifs en garantie à une banque pour vous donner 450 000 euros. Ça, c'est d'une part. En ce qui concerne maintenant Brandt. Brandt, nous l'avons acquise grâce à l'aide du gouvernement français. Tout à fait au départ, j'avais dit au ministre de l'économie française, Arnaud Montebourg, je n'ai pas d'argent pour payer Brandt. Je lui ai dit, je suis en surliquidité en Algérie, nous avons des euros, nous avons des dollars, mais nous n'avons pas l'autorisation pour les sortir et faire cette acquisition. Et quand Montebourg avait accompagné le Premier ministre français Ayrault, ils avaient demandé au gouvernement algérien de m'autoriser à sortir, à transférer pour pouvoir acheter Brandt. Et à la fin, on n'a pas pu avoir d'autorisation. Et vu le fait qu'on soit le seul opérateur à être retenu pour la reprise de Brandt et 1200 salariés qu'il fallait, évidemment, à qui il faut préserver les emplois, Montebourg m'a dit, écoutez, si les autorités algériennes ne vous donnent pas l'argent, ne vous permettent pas de sortir de l'argent pour acquérir Brandt, nous, on va vous donner de l'argent. Et c'est comme ça que le FDES, enfin, il ne m'a pas donné à titre don, c'est-à-dire ils nous ont bien prêté. D'accord. C'est comme ça que le FDES nous a prêté 47 500 000 euros, alors qu'on a acheté la totalité des biens, y compris les marques et les 1300 brevets, et tous les actifs, nous les avons achetés pour 37 millions d'euros. Et le gouvernement français, à travers le FDES, nous a dégagé 47 500 000 euros. Alors, et quand le gouvernement français nous a dégagé ça, on avait eu d'autres banquiers qui sont venus, qui sont venus nous accompagner pour le fonds de roulement. Donc, on a reçu du FDES plus que le prix qu'on a payé pour... Mais pourquoi le gouvernement français a fait autant d'efforts pour vous? Il aurait pu, à ce moment-là, voyant que vous n'aviez pas les fonds, s'adresser à un opérateur français et lui dire, écoutez, venez, allez-y, on vous soutient. Oui, mais... Parce qu'il y a le risque que vous ne réussissiez pas et ils ne reverront pas leur argent. Oui, mais vous oubliez quelque chose de très important. Au niveau de la reprise de Brandt, c'est un concours international. Il y avait un fonds d'investissement américain qui voulait reprendre Brandt
pour beaucoup plus que le montant qu'on avait mis. Le fonds d'investissement américain, il avait offert 50 millions d'euros. Et sur l'emploi? Alors que nous, on n'a offert que 37 500 000. Et sur l'emploi, combien il offrait? Tout simplement parce qu'il a offert 700 emplois alors que à la reprise, et nous avons repris 1200 emplois. C'est ce qui intéresse le gouvernement, les gouvernements en Europe aujourd'hui, c'est la préservation des emplois. Pourquoi? La préservation des emplois et des activités. Parce qu'il ne faut pas simplement regarder les 1200 emplois qui seraient à la charge du Trésor français et qui coûteraient beaucoup plus que les 47 500 000. Il faut regarder aussi la sous-traitance que le groupe Brandt fait à travers toutes les sociétés françaises. Bravo. Et ça, c'est des milliers d'emplois. Donc, si vous voulez, le gouvernement français ne m'a pas fait de cadeau. Ce n'est pas réellement pour Il ne mes vous a pas fait de consuls. cadeau, mais pour vous, c'est quand même un cadeau. Oui, pour moi, Et c'est une très grande non aide. seulement vous Sans investissez, sans 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 aucun... ça, Oui. je n'aurais pas pu réaliser Mais l'opération. ce qui est formidable et Oui. fou en même temps, c'est que Oui. vous réussissez en Algérie, bravo. Vous ne sortez pas 1 euro d'ici et vous rachetez des joyaux européens et avec le soutien du gouvernement français. Oui, mais ce que vous devez savoir aussi, sans notre activité, nouvelle activité en Algérie, sans la synergie de nos activités en Algérie, il aurait été très difficile de sauver Brandt tel quel. Parce que, économiquement parlant, si vous devez reprendre uniquement Brandt tel quel, il est très difficile à un opérateur de la rendre viable avec les 1200 salariés. C'est grâce à nos activités que nous réalisons ici, où nous avons des avantages comparatifs par rapport aux activités françaises, que nous pourrions construire un grand groupe d'électroménagers de taille mondiale qui permet justement au groupe de réussir non seulement en Algérie, mais en France, mais aussi sur le plan mondial. Vous devenez un champion de la colocalisation actuellement en essayant d'établir toutes ces passerelles. Juste, alors, rapidement, sur Lucchini, comment ça s'est passé pour payer, pour trouver l'argent, le financement? Pour Lucchini, jusqu'à un temps récent, on n'a rien payé. Ne me dites pas que c'est le gouvernement italien qui vous a financé. Non, écoutez, il faut que vous sachiez, quand vous êtes crédible en Algérie, vous avez une certaine crédibilité à l'international, vous n'avez absolument aucun problème pour lever des fonds. Très bien. Vous voulez. Et puis, deuxièmement, pour la partie Lucchini plateforme logistique, n'oubliez pas que nous avons eu l'autorisation de la Banque d'Algérie qui nous a autorisé à sortir 65 440 000 euros. Alors, entre-temps, donc, il y a eu une nouvelle réglementation de la Banque d'Algérie, oui, et ça se passe bien? Ça se passe très bien. Très bien. Alors, par contre, ce qui ne se passe bien, c'est le développement de vos activités en Algérie. Je crois que vous avez voulu vous investir dans la sidérurgie, ça n'a pas pu se faire. Vous avez voulu vous investir dans la pétrochimie, ça n'a pas pu se faire. Vous avez voulu vous investir dans la construction ou la gestion portuaire, ça n'a pas pu se faire.
Vous avez même voulu racheter 15% des actions d'une entreprise qui fabrique du jus, mais les autorités ont bloqué pour exercer un éventuel droit de préemption, donc c'est à l'état de blocage. Alors, vous vous plaignez souvent de blocage. Donc, bon, on dit que si vous avez peut-être le droit de prétendre à de nouveaux projets, mais en même temps, vous n'avez pas le droit de dire qu'on ne vous a pas laissé faire. Est-ce que, donc voilà, alors comment vous réagissez à ce type de propos? Écoutez, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'on m'a donné qu'ils n'ont pas donné aux autres? J'ai eu plusieurs projets industriels qui ont été bloqués. Je le dis et je vais le répéter. Et ce que je regrette, pas simplement pour moi, pour Cévital, même d'autres opérateurs aussi ont des problèmes actuellement pour leurs projets. Nous sommes le seul pays au monde aujourd'hui où il faut demander une autorisation pour créer des emplois et créer de la richesse. Pour quelle raison? J'ai un projet de trituration de graines oléagineuses, ça fait 10 ans. On aurait pu faire passer notre pays du stade importateur au stade exportateur. Foncier qui est bloqué. Pour des autorisations, parce qu'on devait gagner 6 hectares sur la mer, et on a eu l'autorisation pour les gagner sur la mer. C'est bloqué. On devait réaliser un projet de pétrochimie à Arzeux, Bétiwa, on a acheté le terrain, etc. On m'a obligé à prendre Sonatrach à 51%, alors que ça n'a pas été prévu dès le départ. Mais la loi l'exige, je crois. Oui, mais cette loi a été faite spécialement après que mon dossier est passé 5 fois au CNI. D'accord, donc c'était pour vous dissuader définitivement. On avait demandé à réaliser notre projet sidérurgique à Djenjen, à Bellara. Le wali de Djidjeli m'avait reçu, il avait réuni l'ensemble de son staff, il m'avait donné l'accord. Ça a été bloqué. On avait initié le projet du port Cap-Ginette, où on devait réaliser un méga projet, des projets pétrochimiques, sidérurgiques, construction navale, construction automobile, complexe d'aluminium, 3000 PME, PMI tout autour. C'est un projet qui aurait pu créer plus d'1 million d'emplois directs et indirects. Quelle est la raison, selon vous, de ces blocages? Moi, je pense que c'est un blocage idéologique et régionaliste. C'est aussi simple que ça. Alors, idéologique, qu'est-ce que vous voulez signifier par idéologique? C'est-à-dire qu'on veut, on veut bien que... D'abord, certains décideurs n'ont pas fait leur mutation de l'époque des années 70. Donc c'est ça pour l'essentiel. Sinon, pourquoi? À partir du moment, Cévital aujourd'hui est le premier contribuable au budget de l'État après Sonatrach. Nous sommes
premier le exportateur. premier exportateur hors hydrocarbures et deuxième exportateur après Sonatrach. Mais vous sentez pas que... Nous essayons de créer de la richesse, créer des emplois pour notre pays. Ouais. Pourquoi Vous ne sentez pas qu'il y a quand même un bémol? Pour quelle raison? Vous ne sentez pas qu'il y a quand même une tentative de rectifier un petit peu les choses en ce moment, qu'il y a un petit J'attends bémol? toujours. J'ai des projets qui sont bloqués actuellement. Nous avons une chaîne de machines à laver que nous avons acquise dont 70% des équipements sont neufs pour exporter 400 000 machines à laver à partir de la fin de l'année, qui va générer 80 millions d'euros. Parce qu'il y a 4 500 000 euros d'équipements rénovés et on ne veut pas me débloquer la chaîne. Depuis le mois de novembre. Un mot sur les incendies qui ont affecté vos entrepôts. C'est accidentel ou c'est criminel? Je pense que c'est accidentel. D'accord. Qui vient d'un court-circuit. C'est justement cette unité, ces hangars, qui ont pris feu, on était obligé de les raser et les reconstruire à zéro. Nous les avons rasés et reconstruits à zéro. Et c'est là-dedans qu'on comptait mettre cette chaîne de fabrication de machines à laver et destinée à plus de 90% pour l'Europe. Très bien. Alors, comment on peut me dire aujourd'hui qu'on m'a fait des faveurs ou bien qu'on m'encourage? Exact. Je voulais vous dire... Ce qui m'étonne et ce qui est frustrant, c'est quand c'est un ministre de l'Industrie qui bloque l'industrie algérienne. Sur Samsung, vous vous êtes séparé de Samsung pour avoir épousé Brandt. Ça a dû vous faire un petit peu mal au cœur, vous qui étiez en très bonne relation avec les Coréens et qui est un exemple, la Corée du Sud. Oui, mais ce que vous devez savoir, on avait demandé à Samsung avant de pouvoir exporter sur l'Europe et sur d'autres pays. Samsung nous a interdit. Ah ben, il n'y a pas que les Algériens. Nous a interdit, non, eux, ils nous ont interdit d'exporter sur d'autres marchés. Oui. Et c'est comme ça qu'on avait décidé de construire un méga projet à Sétif. Et quand nous avons pu acheter Brandt, nous avons décidé de développer la marque Brandt pour pouvoir dégager suffisamment de produits à l'exportation. C'est que dans le projet Brandt, 90% de notre production est destinée à l'export. Voilà. Je voulais vous demander aujourd'hui, donc vous êtes toujours très actif dans l'agroalimentaire. Là, ça se passe bien dans la distribution. Et donc, je voulais vous demander, par contre, au-delà de vos affaires, parce que vous êtes un homme d'exception, je l'ai dit d'entrée. Est-ce que, à côté des affaires, il y a de la place pour autre chose? Et je voulais demander, quelle est votre philosophie du bonheur? À 71 ans, je vous demande ça. C'est important parce que vous êtes un homme d'exception et je voudrais recentrer les choses et pour que les jeunes qui vous écoutent là derrière cette caméra, qu'ils soient à Tagmout, Azouz ou dans l'est du pays ou dans l'ouest du pays, aient de bons repères. Qu'est-ce que vous leur diriez? Où se situe le bonheur? Le bonheur, c'est dans la réussite économique, purement économique, où elle va au-delà? Non. Le bonheur se situe au niveau d'une passion. Quand on est passionné à faire quelque chose.
Et moi, je suis passionné à construire. Et le groupe Cévital est un groupe de développeurs. Nous sommes des développeurs. C'est bien simple. Une fois qu'on a terminé de réaliser un projet, on passe à un autre, et on passe à un autre, et ainsi de suite. Mais est-ce que le bonheur... Et c'est le plaisir de créer. C'est toujours, vous savez, la plus belle chose que le bon Dieu a donnée à l'être humain, c'est le rêve. C'est continuer constamment à rêver. Vous savez que vous avez ça en partage avec le président Bouteflika par rapport au rêve. Un jour, il disait dans un discours qu'il était devant une série de personnalités et il y avait un ambassadeur des États-Unis. Et Bouteflika lui a dit, vous savez, aujourd'hui, avec l'expansion américaine et tout ça, vous avez pris le monde entre vos mains et il y a une seule chose que vous n'avez pas pu prendre, c'est le droit de rêver. Pour le bonheur, j'en reviens à votre sucre, Score, dont la publicité dit, le slogan dit que c'est l'ingrédient du bonheur. Ça ne fera pas plaisir forcément aux diabétiques. Mais Issa Dalblab, je voudrais vous remercier infiniment pour nous avoir accordé cette interview. Je voudrais vous remercier à vous de nous avoir suivis et Monsieur Dalblab, je vous souhaite une bonne continuation dans vos affaires et dans votre expansion à travers le monde, parce que maintenant ça va au-delà de l'Europe, ça va même en Afrique subsaharienne, ça va aux Amériques. Ce qui serait le comble, c'est de vous voir un jour créer une entreprise en Chine. Voilà, quant au bonheur, libre à vous bien entendu, à chacun de trouver ses ingrédients et leur bonne composition. Je vous souhaite une bonne soirée, à samedi 21h et Saha Sholkom.